2 défaites les 2 dernières fois, contre la même équipe. Euro 2024, demi-finale, 2-1 pour l'Espagne et Ligue des Nations 2025, demi-finale aussi, 5-4. Une vraie hémorragie. Mardi 14 juillet, à Dallas, la France retrouve l'Espagne. Encore. Mais cette fois, en demi-finale de Coupe du Monde. Et la question, tout le monde se la pose sans jamais oser y répondre franchement. Est-ce que le mental des Bleus est assez solide pour ne pas revivre le même scénario une troisième fois? Dans cette vidéo, tu vas avoir 3 réponses précises, dans cet ordre. 1. Pourquoi ces 2 défaites ont laissé une trace psychologique réelle, pas seulement sportive? 2. Pourquoi un précédent historique prouve que cette trace peut être effacée? 3. Les 3 facteurs concrets, observables depuis le début de ce mondial, qui vont décider du match mardi soir. Abonne-toi maintenant si tu veux cette analyse jusqu'au bout, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne. On commence tout de suite. Chapitre 1. Le traumatisme, 2 défaites qui font mal. Comprendre le mental d'un collectif commence toujours par comprendre ses blessures récentes. Alors revenons sur ces 2 matchs. Le 9 juillet 2024, à Munich, en demi-finale de l'Euro. Sur le papier, les 2 effectifs se valent largement. Sur le terrain, l'Espagne semble plus libérée, plus tranchante dans les moments qui comptent, pendant que la France paraît retenue, presque prisonnière de sa propre prudence. Score final, 2-1 pour l'Aurora. Le 5 juin 2025, à Stuttgart, en demi-finale de la Ligue des Nations. Le scénario est cette fois encore plus violent psychologiquement. 5-4, au terme d'un match totalement fou, où les Bleus recollent, y croient, basculent plusieurs fois dans le money time. Avant que l'Espagne, encore elle, n'ait le dernier mot. Voici pourquoi ces 2 résultats pèsent plus lourd qu'un simple historique statistique. En psychologie du sport, on parle de mémoire de la défaite. Quand un collectif perd 2 fois de suite contre le même adversaire, en match à élimination directe, quelque chose s'imprime, pas consciemment, mais au moment précis où la pression grimpe, dans les 10 dernières minutes d'un match serré. Ce schéma peut alors ressurgir sous forme d'hésitation collective, de gestes moins assurés, de décisions trop prudentes. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un adversaire invisible, en plus de l'Espagne elle-même. Et c'est exactement ce qui rend la question de cette vidéo légitime. Ce n'est pas la qualité individuelle des Bleus qui est en jeu mardi soir. C'est la capacité de tout un groupe à ne pas laisser 2 souvenirs récents dicter son match. Si cette lecture psychologique du sport t'intéresse, abonne-toi dès maintenant. C'est exactement le type d'analyse qu'on fait sur cette chaîne. Chapitre 2 à 2006, la preuve que c'est possible. Mais l'histoire France-Espagne ne se résume pas à ces 2 dernières désillusions. Il existe un précédent plus ancien, chargé de sens. La seule confrontation entre les 2 nations en phase finale de Coupe du Monde, avant celle de mardi. C'était en 2006, en 8e de finale. Une Espagne pourtant taillée pour aller loin. Casillas, Puyol, Xavi, Raúl, Fernando Torres. Face à elle, une France portée par tout un collectif expérimenté, avec Zinedine Zidane et Patrick Vieira en chef d'orchestre. Franck Ribéry, alors jeune joueur, égalise avant la mi-temps. Puis, en fin de match, c'est l'ensemble de l'équipe, portée par ses cadres, qui fait plier l'Espagne. Victoire française, 3-1. Voici pourquoi ce match compte encore, 20 ans plus tard. Il prouve une chose essentielle sur le plan mental. Face à l'Espagne, en match à élimination directe de Coupe du Monde, ce ne sont pas toujours les pronostics ni le talent brut qui décident. Ce sont les nerfs du collectif, l'expérience partagée des moments décisifs, et la capacité d'un groupe entier à hausser son niveau quand la pression devient maximale. Et c'est là que 2026 devient intéressant. Cette équipe de France possède, elle aussi, un noyau de joueurs qui ont déjà vécu de grandes finales ensemble. Ce n'est pas un vestiaire vierge de tout grand rendez-vous. La vraie question n'est donc pas de savoir si le groupe a l'expérience nécessaire. Elle est de savoir s'il va réussir à s'en servir collectivement mardi, plutôt que de se laisser rattraper par les 2 souvenirs récents évoqués au chapitre précédent. Abonne-toi et active la cloche si tu veux la suite de cette analyse, ça m'aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Chapitre 3. Un collectif qui digère tout et une attaque intenable. Pour répondre sérieusement à la question du titre, il faut regarder ce que ce collectif français a déjà montré depuis le début du mondial 2026, pas sur le papier, dans les faits. Premier indice, le parcours est propre, et c'est tout un groupe qui le porte. Victoire 3-0 contre la Suède, victoire 1-0 contre le Paraguay, victoire 2-0 contre le Maroc en quart de finale. 5 victoires en 5 matchs, 14 buts marqués,
2 encaissés seulement. Ce n'est pas le parcours d'un collectif fébrile. C'est celui d'un groupe qui digère la pression sans jamais s'effondrer. Deuxième indice, encore plus parlant. Cette attaque française est tout simplement intenable en ce moment. Mbappé porte le tournoi avec 8 buts, Ousmane Dembélé en ajoute 5, et Michael Olise, avec 5 passes décisives, est devenu le meilleur passeur de toute la compétition. 3 profils différents, 3 registres différents, qui se complètent au lieu de se marcher dessus. La marque d'un collectif où chacun accepte de faire briller les autres plutôt que de jouer sa propre partition. Une attaque à ce niveau de forme, à ce stade d'un mondial, est aussi une arme mentale. Elle rassure tout le reste de l'équipe, match après match, sur sa capacité à trouver une solution même dans les moments bloqués. Troisième indice, la gestion collective de l'adversité extrasportive. Mbappé, capitaine des Bleus, a dû composer avec une polémique raciste venue du Paraguay après l'élimination de cette équipe, un mannequin à son effigie brûlée, des propos ouvertement racistes tenus par une sénatrice paraguayenne. Un vrai parasite mental potentiel, en plein tournoi. La réponse n'a pas été verbale. Elle a été collective et sportive. Des buts, des performances de patron, un groupe entier qui resserre les rangs autour de son capitaine plutôt que de le laisser porter seul le poids de la polémique. Quatrième indice, la capacité à encaisser un pépin physique sans paniquer. Sorti sur une douleur à la cheville dans les dernières minutes du quart de finale, Mbappé s'est montré rassurant immédiatement après le match, expliquant simplement avoir cédé sa place à Jean-Philippe Mateta au bon moment. Didier Deschamps, de son côté, a tenu un discours tout aussi apaisé sur la présence de son capitaine en demi-finale. Un collectif mentalement fragile aurait laissé le doute s'installer publiquement pendant plusieurs jours. Ici, le message a été immédiat, maîtrisé et porté par tout le monde. Voici la leçon à en tirer, valable pour toi aussi, dans n'importe quel collectif que tu diriges ou dont tu fais partie. Demi-finale de foot, mardi 14 juillet. Il se juge sur la vitesse à laquelle un groupe entier se resserre face à un imprévu, une polémique, une douleur physique, une pression extérieure, au moment précis où cet imprévu survient. Sur ce critère précis, ce collectif français a, jusqu'ici, plutôt bien répondu. Si cette analyse te semble utile, abonne-toi maintenant. La suite va encore plus loin dans le détail, avec une polémique toute fraîche qui vient s'ajouter à l'équation. Chapitre 4. L'Espagne a aussi ses failles, et une polémique vient s'en mêler. Voici un point que très peu d'analyses prennent en compte, et qui est pourtant essentiel pour répondre honnêtement à la question du titre. L'Espagne n'est pas une forteresse mentale invincible. Elle a, elle aussi, ses propres enjeux collectifs à gérer mardi soir. D'abord, la pression du statut. L'Espagne aborde cette demi-finale en championne d'Europe en titre, invaincue depuis le début de son aventure nord-américaine, n'ayant encaissé qu'un seul but sur l'ensemble du tournoi, contre la Belgique, en quart de finale. Une équipe portée par un immense niveau d'attente collective, avec un seul sacre mondial à son palmarès, en 2010. Le statut de favori, dans un match à élimination directe, n'est jamais une garantie mentale. C'est parfois même un poids supplémentaire pour tout un groupe. Ensuite, un facteur individuel qui pèse aussi sur le collectif espagnol. Lamine Yamal, l'une des sensations de ce mondial, deuxième au dernier Ballon d'Or, fêtera ses 19 ans le 13 juillet, la veille exacte de cette demi-finale. Porteur une telle responsabilité collective, sous une telle pression, au lendemain de son propre anniversaire, n'est jamais neutre pour l'équilibre émotionnel de toute une équipe qui compte sur lui. Et puis, à 48 heures du match, un événement extérieur est venu s'ajouter à l'équation, côté espagnol cette fois. Le 12 juillet 2026, Mariano Rajoy, ancien Premier ministre d'Espagne entre 2011 et 2018, donc une personnalité politique retraitée, pas un ministre actuellement en exercice, publie une tribune dans le média El Débat où il affirme que l'équipe de France, pourtant qualifiée des effectifs de très haut niveau, ne compte aucun joueur français dans ses rangs. Une phrase au relent raciste, qui sous-entend que des joueurs nés en France ou naturalisés français, souvent d'origine africaine, ne seraient pas vraiment français, visant implicitement des joueurs comme Mbappé ou Aurélien Tchouaméni, nés et formés en France, mais aussi Michael Olise, Marcus Thuram ou Brice Samba, les 3 seuls joueurs de la sélection réellement nés hors de France, et pourtant tous français de plein droit. La polémique explose immédiatement, et pas seulement côté français. En Espagne même, le ministre des Transports en exercice, Oscar Puente, qualifie publiquement Rajoy de figure post-franquiste corrompue, dans des termes extrêmement durs.
Le parallèle est vite fait avec la sortie de la sénatrice paraguayenne visant Mbappé quelques jours plus tôt. Voici pourquoi ce point compte pour le collectif espagnol, autant que pour le collectif français. Ce genre de polémique, venue d'une figure politique de son propre camp, place la sélection espagnole dans une position délicate. Elle doit gérer un parasite médiatique qui n'a rien à voir avec le terrain, tout en sachant que l'équipe de France, elle, a déjà démontré cette saison qu'elle savait transformer ce type de provocation en carburant collectif plutôt qu'en fragilité. La vraie question n'est donc pas l'Espagne est-elle plus forte mentalement que la France. La vraie question est, laquelle des deux équipes va le mieux transformer sa propre pression, ses propres parasites extérieurs, en énergie positive, ce mardi soir précis, à Dallas. Abonne-toi dès maintenant si tu veux la suite. On arrive aux 3 facteurs qui vont vraiment trancher ce match. Chapitre 5. Les 3 facteurs qui vont trancher mardi soir. Voici, très concrètement, les 3 facteurs à observer pendant le match pour comprendre en temps réel qui gagne la bataille mentale collective. Premier facteur, les 10 premières minutes. Sur les 2 dernières confrontations, l'Espagne a souvent pris l'ascendant émotionnel tôt dans le match. Si le collectif français parvient à passer ce cap sans encaisser et sans paraître sur ses talons, c'est un signal fort que la mémoire des 2 défaites précédentes ne le paralyse pas. Deuxième facteur, la réaction au premier fait de jeu défavorable. Un carton, un but encaissé, une décision arbitrale contestée, peu importe la nature de l'incident. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle le groupe se resserre plutôt que de se fissurer. C'est exactement ce qu'on a observé de positif jusqu'ici dans ce tournoi, avec la gestion collective de la polémique Mbappé. Troisième facteur, qui gère le mieux le money time, les 20 dernières minutes. C'est précisément sur cette période que l'Espagne a fait la différence lors de l'Euro 2024 et de la Ligue des Nations 2025. C'est aussi sur cette période, mais en 2006, que la France avait fait basculer le match grâce à l'expérience collective de ses cadres. Ce money time sera, très probablement, le juge de paix mardi soir. Si tu regardes le match avec ce prisme précis, 10 premières minutes, réaction au premier coup dur, gestion du money time. Tu comprendras beaucoup plus vite, en direct, de quel côté penche la bataille mentale, bien avant le résultat final. Le verdict est la leçon pour toi. Alors, le mental des Bleus est-il assez fort pour battre l'Espagne? Honnêtement, les 2 dernières confrontations laissent une vraie trace, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Mais tout ce que ce collectif français a montré depuis le début du Mondial 2026, un parcours sans accroc, une attaque à 3 têtes en état de grâce, une gestion irréprochable d'une polémique extrasportive, une réponse immédiate et rassurante face à un pépin physique, indique un groupe qui digère la pression bien mieux que ce que son historique récent contre l'Espagne pourrait laisser croire. Et voici la leçon qui dépasse largement le football. Un mauvais souvenir, même répété 2 fois, n'est jamais une prophétie. Il ne le devient que si on le laisse dicter ses choix au moment décisif. La France de 2006 l'a prouvé face à cette même nation. Rien n'empêche celle de 2026 de le prouver à nouveau, à condition que le collectif reste plus fort que n'importe quelle provocation venue de l'extérieur. Selon toi, lequel des 3 facteurs, les 10 premières minutes, la réaction au premier coup dur ou la gestion du money time, va être décisif mardi soir? Et penses-tu que ce collectif français est prêt à écrire une nouvelle histoire ou que le scénario récent va se répéter? Je répondrai personnellement aux premiers commentaires avant le coup d'envoi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour avoir mon analyse d'avant-match et partage cette vidéo à quelqu'un qui va regarder ce France-Espagne mardi soir.